Salut Camille, salut Nicolas, vous allez bien? Salut. Bah, ça va et toi? Très bien, merci. Nicolas, ça va bien? Au top, génial. Super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour donc une conférence super intéressante sur l'influence marketing. Donc en 2020, voilà, il y a tout le monde qui se pose plein de questions et c'est super de vous avoir avec nous pour y répondre et nous partager votre expertise. Donc Camille, pour te présenter un petit peu, donc tu es social media manager, mais aussi blogueuse depuis 10 ans maintenant. Ouais, Tu travailles depuis plus de 10 ans aussi dans la communication et tu es spécialisée dans le digital. ouais, c'est ça. Voilà. Nicolas, donc Nicolas Kern, c'est le premier coach Instagram business en France. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Et il est créateur de la formation Instagram best-seller Réussir sur Instagram. Et il a accompagné donc depuis mars 2018, si je ne me trompe pas, plus de 2000 particuliers et professionnels dans la création et la gestion de comptes Instagram à succès. C'est exact. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, Marie. Merci beaucoup. Ben, Merci. merci à vous. Je vous laisse nous parler un petit peu de l'influence marketing en 2020. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire. Donc, je ne sais pas par où vous allez commencer et peut-être Nicolas. Ouais, avec plaisir. Je pense que tout d'abord, il faut commencer par cette notion en fait d'influence et de marketing d'influence. Ça fait quand même plusieurs années que ça explose et qu'on voit ça sur tous les médias. Mais au fond de ça, en fait, c'est du marketing et cette notion d'influence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est la conséquence d'une stratégie de contenu. C'est-à-dire qu'on voit les influenceurs qui commencent à émerger, on voit des énormes collaborations, on voit parfois des montants assez astronomiques pour des partenariats. Sauf que ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est que c'est en fait un travail de création de contenu qui a commencé dans les années 2000 avec l'arrivée du web social, du web 2.0 comme on l'a appelé, avec les blogs, avec les premiers réseaux sociaux, avec les MySpace même, où en fait les particuliers pouvaient, n'importe qui aujourd'hui, rien qu'avec son simple téléphone portable, peut se mettre sur YouTube, créer une vidéo en moins de 5 minutes et partager des contenus à une audience qui va être en recherche de nouveaux contenus sur des thématiques qu'on connaît tous, la mode, la beauté, l'alimentation, mais des thématiques qui vont être aussi beaucoup plus avancées. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus influents, qui ont réussi à bâtir, à construire des communautés. Et c'est le cas de Camille, on va voir ça tout à l'heure, qui ont réussi à fédérer et qui aujourd'hui sont reconnus comme des influenceurs. Et en fait, c'est juste des créateurs de contenu qui à la base étaient passionnés et qui aujourd'hui, avec cet accroissement de communauté, a réussi à avoir une confiance. Et les marques qui se sont immiscées depuis quelques années dans ce parcours ont réussi à professionnaliser ce secteur qui, à la base, en fait, était un secteur de passionnés. À la base, il y a 10 ans, si quelqu'un pensait vivre du marketing d'influence ou des réseaux sociaux, je pense que personne ne pouvait imaginer l'impact que ça a aujourd'hui. Et ça, c'est grâce aux marques qui ont vu cette relation qu'ont réussi à nouer des particuliers avec d'autres particuliers, ce discours émotionnel, en fait, qui est j'utilise tel produit, j'utilise tel service et je vous partage ce que ça apporte dans mon quotidien. Et vous qui vous identifiez à moi et qui appréciez mes contenus et qui avez la même passion que moi, et ben, si ça vous intéresse, moi, je vous fais le test. En fait, je suis un peu un cobaye vivant. Et du coup, les marques, elles ne pourront jamais et elles ne peuvent pas avoir cette relation-là. D'où ce troisième angle qui est aujourd'hui le marketing d'influence et qui est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en plus, ça passe par plein de plateformes différentes. Donc, il y a pas il y a Snapchat aussi qu'on connaît, où il y a beaucoup de marques qui demandent à des influenceurs de faire des placements de produits. Mais c'est vrai que celle qui s'est développée le plus récemment et qui est vraiment au centre de tout, ça reste Instagram. Et toi, du coup, Nicolas, c'est vraiment ton cœur de métier. C'est là où tu connais le plus d'infos, quoi. Exact. Si tu veux, moi, à la base, j'étais consultant digital, donc je travaillais dans le marketing stratégique sur les réseaux sociaux, donc un peu sur tout le panorama web. Et j'ai commencé à me spécialiser en marketing d'influence parce que j'ai accompagné une blogueuse à l'époque, en 2014, à construire une stratégie pour sortir un livre. Mais ça ne va pas être le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé de me spécialiser sur Instagram parce que pour moi, c'est l'un des rares réseaux aujourd'hui à combiner à la fois l'axe visibilité et l'axe business, qui est quand même très rare pour un réseau social. Et également, c'est un réseau où les trois parties ont leur place. C'est-à-dire que
Le grand public a énormément d'usages sur ce réseau. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. On a un peu le réflexe Instagram de quand on a un moment un peu creux, on va ouvrir l'application et on sait qu'on va y trouver des contenus qui vont nous intéresser. Et c'est surtout une plateforme où on est inspiré. Il y a des chiffres qui disent qu'il y a plus de 80% des utilisateurs qui sont influencés dans leur décision d'achat par Instagram et plus de 60% qui découvrent de nouveaux produits et services grâce à ce réseau. Donc, les particuliers, l'usage, il est validé. Les professionnels, ça fait plusieurs années qu'ils investissent le réseau. On voit qu'il y a des énormes marques de luxe. On voit qu'il y a aussi de plus petites marques. Il y a des infopreneurs, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des créateurs de marques qui commencent à trouver également, eux, leur canal, à tel point que c'est le canal préféré pour lancer une marque en partant de zéro. Et le troisième, c'est que c'est les influenceurs. C'est l'une des plateformes, et je pense que ça, Camille pourra nous en parler après, qui permet de monétiser votre communauté avec ce taux d'engagement qui est énorme et qui est 60 fois supérieur à Facebook, qui fait qu'Instagram est la plateforme que regardent les marques pour établir un partenariat ou non avec une personne influente. Ok. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de… Enfin, alors on sait tout ça, je veux dire, si par exemple je vais vouloir créer ma marque, je vais forcément avoir mon compte Instagram, je vais mettre des jolies photos et tout. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a vraiment une stratégie à avoir en fait? Il y a vraiment des choses à prendre en compte et c'est un vrai travail qui est demandé derrière pour pouvoir réussir à atteindre le nombre de gens qu'on veut parce qu'il y a énormément de gens qui sont présents sur Instagram aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est le challenge un petit peu de se dire, OK, je veux créer ma marque et faire une bonne communication et surtout atteindre le nombre de gens que je veux et de le faire bien. Parfois, ça ne suffit pas d'avoir juste des jolies photos, quoi. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est-à-dire qu'un milliard d'utilisateurs, c'est 1 milliard de clients et de prospects potentiels. Sauf que c'est 1 milliard de concurrents aussi, surtout. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de consommer tout le contenu qui est produit sur Instagram. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on est tous subjugués par des dizaines d'applications quand on est sur le digital, mais on a aussi une vie personnelle et on est aussi en dehors des réseaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour donner un chiffre qui est assez impressionnant, chaque jour, il y a 66 millions, 66 millions de nouveaux contenus qui sont créés chaque jour et on passe que 53 minutes, qui est déjà énorme, par jour sur l'application. Donc, il y a un problème d'offre et de demande. On ne peut pas consommer tout le contenu qui est créé. Et du coup, il y a les fameux algorithmes qui ont été conçus et qui empêchent des personnes qui partent de zéro sans stratégie d'atteindre leur audience cible. Et il y a un vrai travail pour moi de marketing, parce que je suis un marketeur à la base, mais il y a un gros travail effectivement, de techniques de photo, de retouche, de croissance, d'algorithmes, de stratégie relationnelle pour réussir à faire sa place sur ce réseau-là. Et si on est d'un point de vue business, à valider la rentabilité du canal. Parce que l'idée, ce n'est pas de passer sa journée sur Instagram, mais c'est de transformer le temps qu'on passe sur Instagram en temps à profit qui va nous apporter des résultats. Et ça, je pense que Camille va nous parler un petit peu plus de la stratégie qui, pour moi, est une stratégie en fait, de diversification et de spécialisation. Ouais. Si on fait la même chose que tout le monde, si aujourd'hui, par exemple, on veut se lancer en… J'ai énormément de clients qui viennent et qui me demandent, voilà, je veux devenir influenceuse lifestyle et j'ai 34 abonnés sur mon compte et je veux faire des placements de produits. Et bien déjà, on ne va pas être dans les bonnes mouvances. En fait, on ne veut pas on n'arrive pas sur le réseau en disant je veux devenir influenceur. On arrive parce qu'on a une passion, on a des choses à partager et déjà on est très content de réussir à rencontrer d'autres personnes et à construire une communauté et après on peut acquérir l'influence. Mais si déjà on a envie et on se lance sur le réseau pour faire des placements de produits, c'est complexe et tout le monde a ses repères aujourd'hui. Les influenceuses lifestyle, il y en a des dizaines de milliers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont commencé, pour la plupart, d'après mon analyse, au début du réseau en 2008. Et aujourd'hui, elles sont irrattrapables parce que l'algorithme est fait pour que réussir à sortir du lot, il faut avoir de l'engagement. Pour avoir de l'engagement, il faut avoir une bonne différenciation et il faut être dans une niche en fait. Il faut apporter quelque chose que les autres n'apportent pas. Et pour moi, il faut répondre à une question simple. Est-ce que le contenu que je propose apporte de la nouveauté et va intéresser d'autres personnes que mes amis et ma famille?
Et en plus, juste pour ajouter un petit truc, c'est vrai que ce qui est complexe, moi en tant qu'utilisatrice lambda, je veux dire hors business, c'est vrai qu'on aime aussi en tant que même potentiel client pour une marque ou quoi, avoir vraiment une relation de confiance, mais plus même personnelle, parce qu'à la base, on rentre quand même dans la vie des gens, on a une vitrine, on aime connaître l'histoire et tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a aussi une balance à trouver, je pense, avec l'authenticité, un petit peu l'histoire à partager et bien sûr l'utilisation de la publicité et tout ça et mettre en place une stratégie. Mais c'est vrai que de dire je veux faire juste des placements de produits alors qu'il n'y a pas de réelle envie de partager quelque chose derrière, c'est un peu compliqué. Et Camille, du coup, ouais, c'est pour avoir ton point de vue. Alors, donc moi, en fait, j'ai lancé mon blog, c'était vraiment au début de la blogosphère, ce qu'on appelle la blogosphère, c'est l'ère avec tous les blogs, c'était donc en 2009. On n'était pas vraiment nombreuses, il y avait des blogs très axés mode. Moi, je n'étais pas du tout dans ce délire, je n'étais pas une fashionista, moi, c'était plus l'envers du décor, parce qu'en fait, il y a longtemps, genre au début de ma vingtaine, j'étais mannequin, et en fait, mon blog, c'était blonde, mannequin et enquêtrice, tout en haut, la petite fille, là, avec sa loupe, et j'expliquais comment ça se passait, cet univers, en fait, comment se déroulent les castings, les shootings. Je montrais vraiment l'envers du décor au-delà de tout ce qui est strass et paillettes, parce que mes copines, elles me disaient ouais, c'est génial, c'est trop bien. Je fais maintenant, arrête-toi, en fait, t'as un booker qui est en train de te prendre tes mensurations, qui dégrosse. Sur les castings, on te demande de montrer tes jambes, on te critique alors que tu es face à tous ces directeurs artistiques et autres. C'est quand même un milieu très, très bizarre, et donc d'où mon envie de monter ce blog et d'expliquer ce que c'était. En fait, à partir de 2011, 2 ans après, mon blog a vraiment commencé à fonctionner parce que bon, il était référencé, parce qu'il y avait du trafic, etc. Et puis Google, il estimait, enfin, moteur de recherche Google, estimait que mon blog était pertinent, que les gens restaient, etc. Donc, j'ai commencé à être dans les tops des pages sur mannequinat, etc. Puis, je parlais aussi des problématiques d'acné. Donc, ça, c'était un sujet où les gens faisaient beaucoup de recherches, et encore aujourd'hui, je crois que je suis en top, ouais, je dois être dans les 5 premières recherches Google, mon blog. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de trafic naturel parce que je suis bien référencée, ça m'a aidé à me faire connaître. Donc ça, en fait, je remercie l'algorithme Google et ses petits robots d'avoir pu mettre en avant mon blog. Et aujourd'hui, j'ai d'autres problématiques, genre sur, par exemple, l'épilation électrique définitive du visage. Voilà, je suis très bien référencée aussi. Je suis en top, je crois que je suis 3e sur la page Google. Enfin, voilà, j'ai vraiment des sujets, je ne vais pas dire des sujets qui se retrouvent chez Monsieur, Madame, tout le monde, qui font qu'aujourd'hui, Google met en top 1 mon blog. Donc, tous ces nouveaux utilisateurs qui tombent sur mon blog et puis ensuite s'inscrivent à la newsletter ou disent tiens, elle a une page Instagram, je vais la suivre aussi sur Instagram. C'est vrai que c'est une croissance, je veux dire, naturelle et assez, je ne vais pas dire que c'est rare, parce qu'aujourd'hui, il y a des blogs qui partent de rien et qui cartonnent, mais dans mon cas, franchement, en 2011, on n'avait pas beaucoup qui marchaient, et j'ai su garder ma communauté fidèle, en fait. Alors, parce que je suis quelqu'un qui prend pas les gens de haut, je leur dis pas, je les infantilise pas en disant coucou mes petits chats, ou des trucs comme ça. Je leur parle de moi en étant moi-même, voilà, je pousse mes coups de gueule quand j'en ai, j'essaye de toujours montrer un peu... ouais, comme je disais tout à l'heure, l'envers du décor des choses, même des tests que je fais, je vais au bout des tests, je me renseigne, je ne suis pas là à dire ouais, super la crème, elle fait une belle peau. Non, j'allais voir la composition, j'ai posé des questions aux fondateurs, j'ai posé des questions aux dermatos, etc. Enfin voilà, d'où maintenant mon titre toujours blonde et enquêtrice. J'ai enlevé mannequin parce que maintenant, ça y est, ça date. Mais j'ai ce côté où je mets de l'enquête, en fait, je m'investis et j'ai envie de creuser les sujets. Et alors, je trouve aujourd'hui, c'est pas pour critiquer, hein, mais bon de blogs qui se lancent ou qui existent depuis plusieurs années sont là juste pour faire un état des lieux des choses, et il n'y a pas de plus-value. En fait, je pense qu'aujourd'hui, si on veut monter un blog, enfin, je parle du côté blog, j'en reviendrai sur Instagram, c'est d'apporter une plus-value, et comme le disait Nicolas, voilà, quelque chose qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas chez tout le monde. Il y a aussi cette notion de passion. Je pense que sans passion, 10 ans plus tard, je n'aurais pas encore mon blog, enfin, je ne serais plus là, j'aurais laissé tomber il y a bien longtemps. Mais bien sûr, il y a eu des phases où je me suis dit, ouais, j'en ai marre, j'écris, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Mais en fait, pas du tout, parce que quand je regarde Google Analytics, je vois que j'ai pas mal de visiteurs, je suis à plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est pas mal pour un petit blog, on va dire. Et je me dis, et puis c'est crescendo, quoi. Chaque année, il y en a de plus en plus.
Donc, il y a cette notion de passion. Il faut se dire, ouais, bah, j'arrive. Tant pis si les marques ne me démarchent pas tout de suite. Oui, il faut de la patience. En fait, passion et patience, je pense que c'est vraiment les deux premiers points. Et donc, cette notion aussi quand même de petite plus-value. Voilà, pour la partie blog, je résumerais ça comme ça. Ok. Et c'est vrai que tu donnerais quoi alors comme conseil? Enfin, donc tu disais patience et plus-value, mais c'est vrai que tu parlais aussi du fait de merci aux algorithmes et tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vraiment même on est passionné et qu'on a trop envie de réussir là-dessus, que ce soit sur Instagram ou que ce soit avec la création d'un blog, je sais que j'entends souvent, moi personnellement, j'ai jamais voulu le faire, mais autour de moi, les gens qui disent non mais attends, créer un blog aujourd'hui en 2020, c'est même pas la peine. Tu vas avoir enfin, il y a une concurrence de ouf et tu seras tout en bas de l'échelle, quoi. Bah alors, c'est vrai qu'il y a une concurrence. Moi, je pense qu'après, tout le monde a sa place si on apporte quelque chose de nouveau et si on est prêt à donner les efforts nécessaires. Parce que, enfin, encore une fois, un blog, c'est pas un article tous les mois, c'est minimum 2 par semaine, donc minimum. Hein. Donc, il faut se dire, il faut produire du contenu, faire des photos, des textes. C'est pas de tout repos, en fait. Hein. Parce que moi, à côté, j'ai une activité professionnelle et donc je fais ça surtout les soirs et les week-ends. Donc bon, aujourd'hui, j'ai pas de vie de famille, hein, j'ai pas d'enfants à gérer, mais c'est sûr qu'une fois avec des enfants, ça va être plus compliqué. Mais évidemment, je pense qu'on peut se lancer. Oui, effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Mais maintenant, les blogs, bon, il y en a certains professionnels disent que c'est pas obsolète, mais bon, ils regardent plutôt Instagram. En fait, dans mon cas, j'ai un compte Instagram également, un compte Facebook. Facebook, bon, il se passe rien, je vais pas me mentir. Hein, j'ai, je crois, 1500 followers et bon, ils me parlent parfois, mais tout se passe sur Instagram. Mais le blog, moi, en fait, il me sert parce que mes photos, par exemple, sur Instagram, c'est plus des photos lifestyle, voyage. Et je ne vais pas raconter des choses aussi personnelles et poussées que sur mon blog. Donc, les gens qui vont me suivre sur Instagram, soit c'est parce qu'ils suivent aussi mon blog et puis ils veulent voir un peu ce qui se passe dans ma vie, soit ce sont des gens qui aiment bien le contenu et c'est tout. Et qui ne sont pas forcément lecteurs du blog. C'est intéressant l'usage de… Du coup, tu utilises toi Instagram plus pour faire du côté relationnel, pour Ouais, envoyer des gens de ton blog et pour être dans ce côté échange qui est quand même plus instantané et plus rapide sur Instagram que sur un blog qui est un petit peu trop lent en fait. Les échanges, oui. c'est à quelques jours, alors que sur Instagram, on peut avoir cette notion d'humain à humain qui te permet du coup d'avoir un écosystème digital en fait. J'ai beaucoup de filles, soit qui n'osent pas poser un commentaire dans tout le monde parce qu'elles ont honte ou quoi, par exemple sur l'épilation définitive du visage, parce que j'en fais, j'en ai parlé. Donc elles viennent toutes me démarcher sur Instagram en message. Elles me disent ouais Camille, alors raconte-moi ton expérience. Ou elles m'envoient un mail, mais globalement les trois quarts elles envoient des messages sur Instagram. Ouais, ça va plus vite parce qu'en plus moi, mais même par mail ou Instagram, je réponds aussi vite sur l'un ou sur l'autre, même par commentaire. J'essaye d'être réactif parce que les gens attendent ça aussi. On est dans une génération qui ne veut pas être patient et Ça, qui zappe. l'instantanéité, Ah voilà, oui, on l'attend en direct. Et on quand voit limite tu aussi ne que réponds pas, tu te fais insulter. Quoi. Tu es là, waouh. je connais ça, ouais. Mais on voit en plus que voilà, c'est un super exemple parce que là, Camille, elle est commencée parce que voilà, tu étais dans le mannequinat, tu as lancé ce blog en plus pour aller voilà, te faire une place dans ce monde-là, voir un petit peu ce qui se passait, commencer à construire une communauté. Aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau professionnel. Sauf que voilà, si tu avais eu, c'est très intéressant cette notion de passion que tu as pu relever sur les nombreux influenceurs et qu'on retrouve ici. C'est que voilà, sans ça, tu n'aurais pas tenu aujourd'hui et Ouais. que tu as vraiment commencé parce que tu avais envie de le faire et tu ne voulais pas faire des partenariats, faire du business avec Ah Instagram ouais. à titre personnel. Après, à titre Oui, professionnel, oui. les intérêts sont différents et il y a d'autres stratégies évidemment. Mais dans le cas personnel, ce point-là est important à souligner, je pense. Puis en 2009, on n'avait pas toutes ces notions de partenariat. Les marques ne démarchaient pas vraiment encore. Les influenceurs, ça n'existait pas. L'influence marketing, bah, voilà, ça n'existait pas non plus. Donc, il n'y avait pas de notion de partenariat. Je crois que ça a commencé vraiment en 2011-2012. Et moi, j'ai une petite question pour les personnes du coup qui sont vraiment intéressées, passionnées, qui veulent pas juste faire ça pour soit faire comme tout le monde, soit parce que ils ont une envie de ressembler à Caroline Receveur, j'en sais rien. Vraiment pour les gens qui ont du contenu à offrir, qui ont une identité à partager, tout ça. Quels seraient vos conseils pour déjà découvrir un peu plus sur l'influence marketing? Parce que même si moi, je travaille aussi là-dedans en tant que community manager et tout ça, donc
c'est vrai qu'il y a plein de choses à savoir. Et quand on ne s'y connaît pas du tout, quels seraient vos conseils à tous les deux pour donc, soit se faire accompagner peut-être d'un expert, forcément, si c'est vraiment notre projet de vie, mais à titre peut-être moins engagé, quels seraient vos conseils pour en apprendre un peu plus, pour se renseigner et pour peut-être découvrir à titre individuel les petites clés de l'influence marketing? Vas-y Camille, je t'en prie, je te laisse. En fait, je pense qu'en tant que marque, on n'a pas forcément les ressources nécessaires pour créer un univers image de marque, je pense, sur les réseaux sociaux. Il y a des marques qui se lancent, qui se disent on va faire ça en interne, on va faire des économies, après tout, c'est rien, les réseaux. Et elles n'imaginent pas que c'est vraiment aujourd'hui une vitrine. C'est-à-dire que les jeunes, je me considère comme jeune, même si j'ai plus de 30 ans, c'est-à-dire que maintenant, la nouvelle génération et même la mienne, quand on fait des recherches sur Internet, on ne va pas forcément aller dans Google pour les marques, on va aller sur Instagram ou sur Facebook pour les plus anciens. Mais Instagram, aujourd'hui, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle vaut cette marque? Est-ce qu'elle est vraiment positive? Est-ce qu'elle est sérieuse? Et ben, je vais aller voir sur Instagram. On ne va pas forcément aller tout de suite sur Google. Donc, c'est vrai que les marques, il faudrait qu'elles prennent conscience de ça. Bon, les grosses marques, elles le savent, elles jouent le jeu, elles dépensent des milliers dans la com là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais toutes les petites marques qui se lancent, elles disent ouais, bon, Instagram. Mais non, en fait, c'est la vitrine, c'est au même titre que ton e-shop ou que ton site non commerçant. Mais je pense qu'il faut se faire accompagner quand on n'a pas les ressources en interne. Et en tant que particulier, bon, bah, soit on peut prendre des cours comme le propose Nicolas avec des masterclass, etc., pour accompagner les gens, leur faire découvrir cet univers avec ses codes, etc. Ou si on bosse dans la com, on veut lancer son compte, on sait a priori ce qu'il faut faire, mais oui, ne pas hésiter à se faire accompagner. Moi, je pense que c'est bien si on veut essayer de percer comme il faut et de faire les choses comme il faut. Chacun son domaine d'expérience et d'expertise, donc autant se tourner vers des gens qui savent quoi faire, je pense. Nicolas, j'ai fait ta pub. C'est gentil, merci. On ne bosse pas ensemble, hein. On n'a pas de partenariat ensemble. Hein. Je confirme. Et toi, peut-être, Nico, si tu as un conseil? Bah moi, je vais rebondir sur ce que dit Camille. J'avais préparé un truc, mais ça m'inspire plutôt. Elle est en train de m'influencer. Je dirais que tous Instagram, en fait. Tous Instagram, c'est vraiment le réflexe. Un resto, une marque, un lieu, une personne. Et on va avoir ce réflexe-là. Et si on n'a pas travaillé un univers de marque, et il y a énormément de cas d'école là-dessus. Il y a Cézanne qui a cartonné grâce à ces stratégies-là sur Instagram. Il y a les Big Mama, les Mama Primi, les restaurants. Il y a des dizaines d'exemples, et ça, j'en parle dans la masterclass que Camille a vue, il me semble, et que tu as vu. Mais l'idée, c'est de dire que il faut être sur Instagram, ou il faut avoir une stratégie d'influence parce que ça permet, si on a des choses à partager, qu'on soit un particulier, du coup une passion, ou qu'on soit une marque ou un professionnel, parce que pour moi, on a un vrai enjeu sur le personal branding, donc on va plutôt suivre. C'est-à-dire qu'une marque, pour moi, soit on a la marque un peu émotionnelle, la love brand, type Jimmy Fairley, Cézanne, etc., qui ont vraiment travaillé cet univers, comme a dit Camille, qui soit l'ont fait en interne avec leur service com, soit se sont fait accompagner. Mais on a aussi les petites marques qui se développent, qui arrivent, qui se rendent créer. Et pour moi, il y a un énorme axe sur le fondateur, sur la personne qui porte la marque, sur les professionnels indépendants aussi. Moi, j'accompagne, ça va des éleveurs de loups au centre de la France, aux joueurs de tennis, en passant par les professionnels de l'immobilier. L'idée, c'est de définir son contenu expert. C'est de définir le contenu qui va en fait permettre de faire passer des utilisateurs d'Instagram à prospects. Voilà. Quel contenu va permettre de faire ce passage-là et de prouver son expertise? Donc, si on est une marque, si on est dans l'immobilier, on peut partager. Par exemple, on peut faire du off-market, on peut présenter des offres exclusivement sur Instagram pour donner une raison de nous suivre sur le réseau, aller activer son entourage, on peut aller fidéliser comme l'a fait Camille. Mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir à sa stratégie Instagram et si on veut accélérer, évidemment de se faire accompagner parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont synthétisé ce qu'il faut savoir pour en fait faire gagner du temps et du coup de l'argent à des professionnels ou à des particuliers qui veulent en faire leur métier. Et du coup, il y a énormément de contenu, notamment sur Internet, pas seulement chez moi. Moi, j'ai des masterclass gratuites, des conseils sur mon compte, des programmes payants. Mais voilà, pour aller plus vite, et je pense que les gens qui sont là et qui nous écoutent sont aussi là pour se former, pour apprendre des choses. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on a pu leur apporter des premières brides de conseils et que rien que ça leur permettront, même dans leur activité de coach, parce que quand on est coach,
moi j'accompagne énormément de personnes dans le bien-être. Et ben en fait, et ça je pense que c'est un truc qui peut servir à l'audience qui nous écoute aujourd'hui, c'est de dire Instagram, c'est du micro-coaching. Ça va te permettre de créer une confiance et de donner suffisamment d'éléments pour susciter le désir et l'envie d'aller plus loin avec toi. Mais de là à je te découvre sur Instagram et je t'appelle pour une séance à 80 €, la marche, elle est beaucoup trop haute. Alors que si tu me donnes des conseils d'huile essentielle, de yoga, de sophrologie gratuitement sur Instagram, que tu es accessible en story, que tu partages du contenu, eh ben, j'aurai plus de facilité à t'envoyer des messages et à réserver cette fameuse séance ou à passer à l'action en tout cas. C'est sûr. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ouais, j'en ai un. Je pense que Nicolas aussi. On s'était dit qu'on dirait les derniers conseils. Je pense que sur les réseaux sociaux, comme sur un blog, il faut vraiment jouer franc jeu. Ça sert à rien de s'inventer une vie et de se dire je suis mieux que tout le monde, je suis trop belle ou je sais pas quoi. Non, il faut jouer franc jeu et montrer qui on est avec ses défauts et ses qualités, mais pas de se montrer naturel. Moi, franchement, toutes les influenceuses ou influenceurs qui s'inventent des vies de pacha, mais j'en peux plus. Je les ai tous unfollow parce que j'en pouvais plus de se dire mais c'est quoi ces gens qui s'inventent des vies, parce qu'en fait quand on les connaît, parce qu'on les rencontre sur des événements, etc., et qu'en fait on voit que ouais, les mecs ils vivent dans une chambre de bonne à Paris sans critiquer, mais que derrière il fait genre il vit à l'hôtel ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens vraiment qui s'inventent des vies. Je sais pas où ils trouvent ces conseils là, mais moi franchement honnêtement à titre personnel je ne suis plus ces personnes parce que je trouve qu'elles ne servent à rien et qu'elles ne font pas transparaître les valeurs auxquelles moi j'adhère. Voilà. Et je pense que la tendance change aussi un peu, c'est-à-dire que pendant un moment, c'était vraiment sur la perfection, la recherche de l'image nickel, l'envie d'avoir la villa sur la piscine, on laisse transparaître aucune faiblesse ni quoi que ce soit. Et je pense que maintenant, même, alors peut-être les générations plus jeunes, ou même la mienne, enfin voilà, j'ai 24 ans, genre je veux dire, on tend vers quelque chose une envie de vérité, pas une envie de fake, parce que en fait, ça ne reflète absolument rien ça commence à bouger. réel, quoi. Ça commence à bouger. Non, mais complètement. Il y a cette notion d'authenticité en fait, qui est vraiment aujourd'hui importante et qui prouve en fait que et même d'ailleurs on le voit dans les usages, on voit que les stories sont beaucoup plus consommées que les posts. Et du coup, on voit que ce fake, on y est revenu et même les utilisateurs y sont revenus. Et du coup, voilà, effectivement, il faut être honnête avec son audience. Et il y a, dans le monde entier, dans le milliard d'utilisateurs Instagram et dans les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y a forcément des gens qui partagent et qui peuvent s'identifier à nous avec nos faiblesses et surtout avec nos faiblesses, en fait, parce que ça fait un point de similarité. Ouais. Et du coup, moi, je finirai là-dessus sur écouter avant de publier. Avant de se dire marque ou particulier, avant de se dire ah ok super, il faut que je me lance sur Instagram, lance-toi sur Instagram, ok j'y vais. Non, va voir ce qui se passe, tape les hashtags de ton secteur, regarde les influenceurs de ton secteur, regarde ce qui s'y passe, regarde comment les gens consomment leur contenu, regarde est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà réussi à créer des grosses audiences, est-ce qu'il y a un marché pour ce que tu veux raconter. Et une fois que tu as ton marché, donc comme un petit peu Camille avec le bien-être et avec le mannequinat, au sein de ce marché, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter en plus? Et ce travail-là, il peut prendre une fraction de seconde, comme une semaine, un mois, un an. Et pour moi, il est primordial pour créer un compte à succès, un compte qui va avoir de la croissance. Voilà, tout le monde veut lancer personne ne veut lancer un compte Instagram pour rester seul et pour ne pas s'en servir et perdre du temps. Donc, cette étape amont est pour moi primordiale. Et je finirai là-dessus. Ben, merci beaucoup pour avoir partagé un petit peu vos conseils et vos expériences, surtout qui, je pense, permettent aux gens de s'identifier et d'avoir envie d'en savoir plus. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à vous poser des questions hors conférence, du coup, et puis à nous retrouver sur l'application My Private Coach App. Voilà, n'oubliez pas de la télécharger dans votre Apple Store ou sur votre smartphone. Merci beaucoup, Nicolas, encore une fois. Merci beaucoup, Camille, et puis à très bientôt. Avec plaisir. Passez une belle journée. À bientôt.